Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un personnage fascinant et redoutable, François de Malherbe. Un nom qui pour beaucoup est synonyme de rigueur, de discipline, presque de tyrannie dans la poésie française. Et on va voir que cette réputation, il ne l'a pas vraiment volée. Pour bien comprendre le personnage, rien de tel qu'une citation de son époque « Ce n'était qu'un tyran et qu'il abattait l'esprit aux gens ». Voilà, le ton est donné. On ne parle pas d'un poète aimable et consensuel. Pas du tout. Malherbe, c'était un homme qui voulait imposer sa vision, quitte à écraser les autres. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire au juste être un tyran du langage? Talleyrand d'Héréo, un mémorialiste de l'époque, le décrivait comme rustre et incivil. En gros, un pécano malpoli. Il faut imaginer un homme dont l'obsession pour la pureté de la langue française était totale. On raconte même qu'il disait pouvoir remplir des livres entiers, plus gros que ceux de ses ennemis, rien qu'avec leurs fautes de français. Ça vous donne une idée du personnage. Mais l'anecdote la plus folle, celle qui résume tout, c'est sans doute celle de sa mort. Imaginez la scène. Il est sur son lit de mort, il lui reste à peine 1 heure à vivre, et là, il se réveille en sursaut. Pourquoi? Pour gronder son hôtesse. Son crime, avoir utilisé un mot qui n'était pas bien français. C'est incroyable, non? Puriste jusqu'à son tout dernier souffle. Les questions qui se posent, c'est comment un type pareil, avec un caractère aussi, disons, difficile, a-t-il pu devenir le poète officiel de la cour de France, le plus influent de son temps? Son chemin vers le sommet, ça n'a pas été une promenade de santé. Regardons un peu sa trajectoire. Il naît en 1555 à Caen, dans la petite noblesse. Pendant des années, des décennies même, il galère. Il cherche des protecteurs, essaie de se faire un nom. Et puis en 1605, alors qu'il a déjà 50 ans, ce qui est un âge considérable pour l'époque, c'est le déclic. Un seul poème, une commande pour le roi Henri IV, et tout bascule. Il devient poète de la cour. Son destin change du tout au tout. On voit aussi des dates plus sombres, bien sûr, comme la mort de son fils en 1627, sur laquelle on reviendra. Il s'éteindra lui-même 1 an plus tard. Alors, une fois en place, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la poésie de son temps. Et il n'aime pas ce qu'il voit. Pas du tout. Pour lui, c'est le chaos. Sa réponse, une véritable révolution. Il va imposer de nouvelles règles, sa propre doctrine. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la poésie d'avant Malherbe, ce qu'on appelle le goût baroque ou maniériste. C'est l'exubérance, la magnificence, le poète qui exprime ses émotions, qui se voit comme un génie touché par l'inspiration divine. Et de l'autre, c'est la doctrine Malherbe. Fini les fioritures, on cherche la sobriété, la clarté, la discipline avant tout. Pour lui, le poète n'est pas un prophète, c'est un artisan qui travaille la langue avec rigueur. Concrètement, ça donne quoi? Voilà ses commandements. Premièrement, la poésie doit être claire, précise. Tout le monde doit comprendre. Deuxièmement, la langue doit être pure. On élimine les mots régionaux, les vieux mots, on nettoie. Troisièmement, la structure du vers doit être logique, sobre. Et surtout, le poète n'est plus ce génie inspiré par les muses. Non, c'est un artisan, un travailleur. Et le but ultime de ce travail, c'est de célébrer la gloire du roi. En fait, son projet poétique est aussi un projet politique. Unifier le royaume autour d'une langue claire et d'un pouvoir central. Et cette vision, elle va s'imposer pendant 1 siècle. Mais attention, l'homme n'est pas qu'un bloc de règles et de discipline. Derrière ce réformateur glacial, il y avait un personnage plein de contradictions, capable du pire comme du meilleur. Tenez, un exemple parfait de sa franchise. On lui montre un poème assez mauvais, écrit pour le roi. La réaction de Malherbe, il suggère de changer le titre en « Pour se torcher le cul ». Voilà, c'était ça Malherbe. Direct, brutal, sans aucun filtre, même face au pouvoir. Et pourtant, ce même homme, si dur, si cassant, va montrer une toute autre facette. En 1627, son fils Marc-Antoine est tué dans un duel. Et là, le tyran du langage s'effondre. Il est dévasté. Il va jusqu'à supplier personnellement le roi Louis XIII, en plein siège de La Rochelle, de punir les assassins de son fils. On découvre alors un père brisé par le chagrin, une vulnérabilité qu'on ne lui soupçonnait pas. C'est l'autre face de Malherbe. Alors, quel bilan tirer de tout ça? Comment l'histoire a-t-elle finalement jugé cet homme et son œuvre? Tout se résume en fait en une seule petite phrase. La question au fond, c'est ça. Quel a été son impact durable sur la littérature française? Après tout ce fracas, toute cette rigueur, qu'est-ce qui reste? La réponse, la plus célèbre en tout cas, viendra près de 50 ans après sa mort. C'est un autre grand nom, Nicolas Boileau, qui va la formuler dans son art poétique. Et ça tient en 3 mots. Enfin Malherbe vint. C'est tout, mais tout est dit. Enfin, comme un soupir de soulagement, comme si avant lui, ce n'était que le chaos, et que lui, enfin, avait mis de l'ordre.
Et cette petite phrase « enfin Malherbe vint », elle a complètement dépassé la critique littéraire. C'est devenu une expression courante en français. On l'utilise encore aujourd'hui pour parler de l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui met fin au désordre, qui apporte de la clarté, une réforme bienvenue. C'est ça finalement l'héritage de Malherbe, être devenu le symbole même de la mise en ordre. Et on peut conclure là-dessus, sur cette question un peu vertigineuse. Est-ce que l'obsession rigide d'un seul homme peut vraiment définir l'art de toute une nation pendant un siècle? Le cas Malherbe est assez fascinant pour ça. Il nous montre comment la volonté, pour ne pas dire la tyrannie, d'un seul individu a pu transformer en profondeur un art tout entier. Un héritage de clarté, oui, mais né d'une intransigeance presque effrayante. Ça laisse songeur sur ce que sont au fond les grandes réformes artistiques.